Qu'appelle-t-on trouble de la déglutition? Tout d'abord, nous verrons les organes impliqués dans la déglutition. Nous détaillerons ensuite les trois phases qui composent une déglutition efficace, puis nous finirons par la définition d'une fausse route. Avant toute chose, rappelons que la déglutition est l'action d'avaler. C'est un processus qui permet de transporter les aliments, les liquides et la salive de la bouche à l'estomac en toute sécurité pour les voies respiratoires. Revenons aux organes de la déglutition. À l'avant, nous avons la bouche avec la langue ainsi que le nez. Et à l'arrière de la bouche, le pharynx qui permet l'aiguillage des aliments vers l'œsophage. Plus bas dans la gorge, il y a le larynx à l'avant qui permet à l'air d'accéder aux poumons et l'œsophage à l'arrière qui permet aux aliments d'accéder à l'estomac. C'est le cerveau qui contrôle la déglutition. Intéressons-nous désormais aux phases de la déglutition. Elles sont au nombre de 3 et sont très rapides, elles ne durent que quelques secondes. Il s'agit de la phase orale, de la phase pharyngée et de la phase œsophagienne. La première étape est la phase orale, durant laquelle on prépare la nourriture pour une meilleure digestion. L'aliment, en arrivant dans la bouche, stimule les sens, donc le goût, la chaleur ou encore la texture. Il sera ensuite mastiqué pour former une bouillie compacte appelée bol alimentaire, ce que vous voyez en jaune sur l'image. La phase orale se termine par l'envoi volontaire du bol alimentaire au fond de la bouche. La phase pharyngée est la deuxième étape. Donc c'est une phase réflexe très rapide qui se fait en apnée, durant laquelle le bol alimentaire descend par vagues le long de la gorge. Durant cette phase, plusieurs mécanismes permettent le passage du bol alimentaire en protégeant les voies respiratoires. C'est notamment le cas de l'épiglotte, une sorte de couvercle qui se rabat lors du passage du bol alimentaire. Enfin, la troisième et dernière étape est la phase œsophagienne, durant laquelle le bol alimentaire passe de l'œsophage à l'estomac. Parlons désormais des fausses routes. Avant toute chose, petit rappel sur la déglutition normale. Pour une bonne déglutition, nous avons besoin de la langue qui propulse le bol alimentaire vers le pharynx. L'épiglotte se rabat comme un couvercle pour protéger les voies respiratoires, évitant ainsi les fuites d'aliments et de liquides vers les poumons et les cordes vocales. Le bol alimentaire passe donc bel et bien par la voie digestive à droite sur ce schéma. On parle de troubles de la déglutition ou de dysphagie lorsqu'une difficulté survient au cours d'une ou de plusieurs étapes de la déglutition. Cela peut concerner les aliments et les liquides ou seulement un des deux. Les fausses routes sont les manifestations les plus fréquentes des troubles de la déglutition. On parle de fausses routes lorsque le bol alimentaire passe de travers et se dirige vers les voies respiratoires. Donc on a une partie du bol alimentaire qui va vers la trachée et donc vers les poumons, au lieu de passer par l'œsophage en direction de l'estomac, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, si nous reprenons notre schéma initial, ici à la droite de votre écran, nous pouvons voir qu'en cas de fausse route, le bol alimentaire ne passe pas par l'œsophage, mais bien par la trachée en direction des poumons. Or, il ne devrait y avoir que de l'air dans les poumons. Ce passage d'aliments et de liquides dans la trachée augmente donc le risque d'infection, donc le risque d'infection pulmonaire qui peuvent avoir à terme de graves conséquences. On distingue les fausses routes primaires qui surviennent pendant les repas, des fausses routes secondaires qui surviennent en dehors des repas à cause d'un reste stagnant dans la gorge. Heureusement, nous avons dans la plupart des cas le réflexe de tousser pour dégager les voies respiratoires et ainsi enlever l'aliment. Mais attention, l'absence de toux ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de fausses routes. En effet, il existe des fausses routes silencieuses qui ne déclenchent pas de réflexe de toux ou alors un réflexe de toux minime. Elles peuvent être dues à une inattention ou à un manque de proprioception, c'est-à-dire que la personne malade ne sent pas que les aliments passent par le mauvais trou. Il est à noter que la présence de symptômes, même très légers mais qui surviennent de manière répétée, peut avoir de graves conséquences, notamment pulmonaires.
Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé et l'association Aide EMCL pour plus d'informations.